Bien, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Franck Denat, je suis professeur en chimie ici à l'Université de Bourgogne. Je suis également directeur de l'Institut de chimie moléculaire de l'Université de Bourgogne, qui est une unité mixte de recherche entre l'université et le CNRS. Et peut-être certains se sont inscrits. Donc, demain matin, nous proposons une série de visites du laboratoire avec quatre ateliers en fait. 3 sur des thématiques du labo, dont d'ailleurs la santé et l'imagerie, un autre sur les capteurs, un autre sur la chimie propre, le développement durable avec la catalyse, etc. Et puis aussi une visite de la plateforme de caractérisation moléculaire qui est adossée au labo, et voilà, et qui regroupe les gros équipements nécessaires à une activité de chimie moléculaire, donc tout ce qui est spectroscopie, RMN, spectrométrie de masse, etc. Donc voilà, si vous êtes inscrit pour la visite demain, tant mieux. Donc, moi, je vais parler d'imagerie, enfin de chimie pour l'imagerie. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment le chimiste peut jouer un rôle prépondérant dans l'imagerie médicale. Donc, le plan de l'exposé sera découpé de la façon suivante. Bon, après, je reviendrai un petit peu. C'est pas aussi structuré que ça ensuite, mais globalement, je ferai d'abord une introduction sur l'imagerie moléculaire, les différentes méthodes d'imagerie. Ensuite, on fera un focus un petit peu sur l'imagerie optique et comment la chimie, notamment la chimie de synthèse, peut aider dans le domaine. Un peu un focus aussi sur l'imagerie par résonance magnétique et notamment la chimie des agents de contraste. Je parlerai d'imagerie nucléaire, donc vous savez les PET scans, etc. Donc l'imagerie qui met en œuvre des radioéléments, la tomographie, hein, ou scintigraphie. Donc là, je parlerai. On verra que cette thématique-là met en œuvre beaucoup de domaines différents de la chimie. On verra qu'il y a la synthèse organique avec le marquage direct de petites molécules. Mais aussi, on verra aussi qu'on peut faire du marquage indirect en préparant ce qu'on appelle des bioconjugués. On verra aussi que la chimie des matériaux et la chimie, les nanosciences peuvent être utilisées aussi dans ce domaine-là. Et puis, on finira vers ce qu'on appelle la multimodalité, le theranostic. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vous expliquerai ce que c'est. Donc, tout d'abord, l'imagerie moléculaire, c'est quoi? En fait, c'est la caractérisation et l'évaluation de processus biologiques, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, au niveau cellulaire et moléculaire, en utilisant des procédés d'imagerie à distance. Donc ça, c'est traduit d'un article de Thomas Smith et de Silvio Aimé. Seeing is believing. Donc ça, c'est la force motrice de l'imagerie moléculaire. Voir, c'est croire. L'imagerie, évidemment, va permettre de pouvoir comprendre et visualiser des processus biologiques. Donc c'est la force motrice de l'imagerie moléculaire, et là-dedans la chimie joue un rôle central dans le développement de cette thématique, qui est une thématique extrêmement interdisciplinaire. Donc là on fait tomber les barrières, il n'y a plus de chimie, il n'y a plus de physique, il n'y a plus de biologie, il n'y a plus de médecine. Hein, tout le monde doit travailler ensemble dans ce domaine-là, c'est vrai dans la plupart des domaines, hein, mais peut-être encore plus particulièrement dans ce domaine-là. Et les découvertes exceptionnelles qui se font tous les jours dans les divers domaines de la chimie permettent aujourd'hui de fournir des outils en amont pour concevoir des sondes d'imagerie, des sondes imageantes intelligentes qui sont donc nécessaires pour étudier les processus biologiques spécifiques à la fois chez l'animal et chez l'homme. Donc en fait, l'imagerie moléculaire, c'est un outil qui va servir à la fois pour le diagnostic, pour le suivi de l'évolution d'une maladie, et également dans le domaine de la drug discovery pour le développement de nouveaux principes actifs, de nouveaux médicaments, et donc pour pouvoir aller vers ce qu'on appelle une médecine personnalisée, hein, trouver le bon médicament pour le bon patient, à la bonne dose, au bon moment. C'est ça qui est important. Alors, l'imagerie, donc, c'est différentes techniques d'imagerie. Là, j'ai reporté sur une échelle de temps un petit peu les principales techniques d'imagerie. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales. La radiographie d'abord, le scanner, l'échographie,
L'imagerie nucléaire, dont je parlais tout à l'heure, donc la scintigraphie, l'imagerie TEP ou PET en anglais, et puis l'imagerie TAMP ou SPECT en anglais, donc tomographie par émission de positons et tomographie par émission monophotonique, qui sont des techniques assez voisines. Le scanner, l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, la fluorescence, donc toutes ces techniques d'imagerie sont aujourd'hui utilisées. Alors on peut distinguer deux types d'imagerie, l'imagerie qu'on appelle structurale, qui va donner des informations anatomiques, morphologiques, c'est le cas du scanner, des rayons X, et puis l'imagerie fonctionnelle, qui va permettre de détecter un événement d'ordre cellulaire ou moléculaire, donc là c'est plus le domaine notamment de l'imagerie nucléaire ou de l'imagerie optique. L'IRM en fait sert un peu aux deux, là elle est encadrée en bleu, mais on peut faire aussi de l'imagerie fonctionnelle par IRM. Donc en fait, le principe de l'imagerie fonctionnelle, c'est on va visualiser et quantifier des événements à l'échelle cellulaire. Je reviendrai sur ce schéma un peu plus tard, vous verrez. Donc le principe il est simple, on a une cellule, par exemple une cellule tumorale, qui va surexprimer des récepteurs, et donc on va pouvoir visualiser en amenant des molécules qui vont reconnaître ces récepteurs, et qui vont porter une sonde, qui peut être une sonde nucléaire, optique, etc. On va pouvoir visualiser ce phénomène. Donc la plupart des références que je donne, surtout dans les premières diapos, ce sont des références de revues plutôt, hein, donc qui sont assez complètes. Vous verrez que c'est des domaines assez récents. La plupart des références, ça c'est peut-être une des références les plus anciennes que j'ai mis, la plupart des références datent des 5 dernières années. Donc l'imagerie moléculaire, donc c'est vraiment important dans la médecine moderne aujourd'hui. Donc ici j'ai repris on va dire les principales techniques et avec leurs avantages et leurs inconvénients. En fait, il n'y a pas de technique d'imagerie universelle idéale. Par exemple, si vous prenez l'IRM, que vous connaissez probablement, il a beaucoup d'avantages, c'est quantitatif, on a une résolution spatiale élevée, il n'y a pas de limite de pénétrabilité au niveau des tissus, on peut aller très en profondeur, mais il y a des inconvénients. Et notamment, c'est une technique qui est extrêmement peu sensible. Si vous prenez l'imagerie optique, c'est peu coûteux, facile à mettre en œuvre, on n'utilise pas de radioactivité, donc c'est très bien. En revanche, l'inconvénient majeur de l'imagerie optique, c'est la pénétrabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à cause de plusieurs facteurs dont je reviendrai là-dessus plus tard, on ne peut pas espérer visualiser à plus de un demi-centimètre, 1 centimètre grand maximum. Donc pour aller visualiser chez l'homme, par exemple, des phénomènes plus en profondeur, c'est pas possible par imagerie optique. Mais on verra qu'il y a quand même des applications cliniques. Bon, le scanner, c'est très largement utilisé, bien sûr, avec des avantages, mais bon voilà, c'est une information, comme je l'ai dit précédemment, qui est purement structurale, anatomique. L'imagerie nucléaire, qui est très utilisée, a également beaucoup d'avantages, pas de limite de pénétrabilité, comme en imagerie optique, quantitatif, une excellente sensibilité par rapport à l'IRM, on est sur un facteur peut-être, on est 10 000 fois plus sensible. En revanche, on injecte de la radioactivité, on reviendra là-dessus plus tard, et puis le coût des appareils aussi et la mise en œuvre est plus délicate. Donc, et ça j'y reviendrai à la fin, évidemment de plus en plus on est amené à utiliser une combinaison de différentes techniques d'imagerie pour justement pallier les inconvénients de chaque technique prise individuellement. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. Alors je vais commencer par l'imagerie optique. L'intérêt c'est, bon on l'a dit, faible coût, sensibilité élevée, mais le problème c'est la pénétrabilité, on l'a déjà dit. Donc pour essayer de pallier ces problèmes, on va vers des sondes émettant dans le proche infrarouge, ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Ici vous avez en fait l'absorption des tissus avec l'hémoglobine, l'eau, et on voit qu'effectivement, il y a une région où cette absorption est minimale. Elle n'est pas nulle, malheureusement. D'accord ? Donc c'est de toute façon un facteur limitant. Mais il y a quand même une région qui permet de travailler en minimisant cette absorption des tissus. Vous voyez qu'on est dans le domaine du proche infrarouge, globalement entre 650 et 900 nanomètres. Donc on peut penser que, au niveau imagerie vivo, ça va être limité à l'imagerie du petit animal, parce que vous avez une souris évidemment, ça fait pas beaucoup d'épaisseur, donc on peut faire de l'imagerie sur un petit animal.
Mais aujourd'hui, il y a un intérêt grandissant en clinique également pour l'assistance à la chirurgie, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, quelle est la chimie qui est utilisée là? C'est toute la synthèse organique. La plupart des fluorophores qui sont utilisés, pas que, mais j'ai fait un focus là-dessus, ce sont des fluorophores organiques, et donc ça met en œuvre de la synthèse chimique. Donc vous avez ici quelques-uns des fluorophores organiques les plus communément utilisés aujourd'hui. Donc on a la famille des fluorescéines par exemple, on a les cyanines, je ferai un petit focus là-dessus juste après. On a des dérivés de rhodamine, on a des dérivés de Bodipi, j'en parlerai un petit peu plus aussi en détail. Voilà, donc ça évidemment ça met en place des schémas de synthèse organique classique. Ici, c'est un peu le même tableau qui est resitué avec les valeurs d'absorption et d'émission. Donc, on voit par exemple ici, on parlait tout à l'heure de la famille des cyanines. Voilà, si on reprend la fenêtre du prochain foie rouge, on est dans ce domaine-là où, par exemple, les cyanines ou les Bodipi ont un intérêt particulier. Alors, si on fait un petit focus sur les cyanines. Beaucoup de ces composés sont commerciaux. J'ai remis ici la synthèse standard d'une cyanine. Donc, comme je vous le dis, ça fait appel effectivement à des méthodes de synthèse organique. Hein. Et on peut fabriquer comme ça ce type de composés où on peut augmenter en fait le nombre de doubles liaisons conjuguées et donc déplacer l'absorption et l'émission vers des longueurs d'onde de plus élevées. Donc ici, vous avez par exemple les spectres d'absorption et d'émission de 4 cyanines, où on voit effectivement qu'en fonction du nombre de doubles liaisons conjuguées, on va vers des systèmes qui émettent très largement dans le prochain infrarouge. Les Bodipi, ce sont les borodipyrométhènes. Ce sont des composés qui ont cette structure-là. Donc la synthèse, vous voyez, se fait à partir de dérivés du pyrrole qu'on condense sur des aldéhydes ou des chlorures d'acide, et qui présente l'avantage de pouvoir être très versatile au niveau de la fonctionnalisation, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des substituants, ce qu'on appelle la position méso, ou sur les positions alpha ou bêta pyrroliques, donc qui permettent en fait d'accéder à un grand spectre de différentes molécules avec des propriétés optiques différentes. Donc on peut vraiment ajuster les propriétés optiques. Ce sont des composés qui sont stables, avec des rendements quantiques élevés, donc une bonne fluorescence. Et vous voyez ici par exemple, à nouveau positionné par rapport à la longueur d'onde d'émission, quelques exemples de dérivés de type Bodipi qui ont été préparés. Bon, là aussi c'est classique. Par exemple, si on étend la conjugaison du cœur Bodipi avec des doubles liaisons et des substituants de type styryle, on arrive effectivement à déplacer vers des longueurs d'onde plus élevées. Donc là aussi, synthèse organique. Voilà. L'IRM maintenant. L'IRM, l'intérêt de l'imagerie par résonance magnétique, c'est une imagerie non invasive qui permet la visualisation de nombreux organes du corps humain, de tissus, de vaisseaux, il y a des exemples ici. Donc il y a un intérêt évidemment diagnostique pour localiser et suivre l'évolution de tumeurs, pour des pathologies ostéo-articulaires, pour l'angiographie, la visualisation des vaisseaux sanguins. Le principe, vous le connaissez probablement, donc il est basé sur la résonance magnétique des noyaux d'hydrogène des molécules d'eau, on est constitué à une grande majorité d'eau, hein. C'est-à-dire qu'en fait ils vont résonner sous l'action d'un champ magnétique, donc on met la personne dans un aimant, et en même temps d'une excitation électromagnétique. L'image que vous voyez dépend de la concentration relative en eau, et parfois il est nécessaire, pour bien visualiser, d'augmenter ce contraste. Et donc, comment faire? On va agir sur le temps de relaxation des spins nucléaires de ces noyaux d'hydrogène, et donc on va utiliser un agent de contraste qu'on va injecter par voie intraveineuse. Donc ça c'est classique. Tous les examens IRM ne nécessitent pas l'utilisation d'un agent de contraste, mais très souvent on vous injecte un agent de contraste. Alors quels sont ces agents de contraste? Il y en a de plusieurs types, mais à 50% on va dire ce sont des complexes de gadolinium. Donc ici je vous remets pas d'affront j'espère, mais je vous remets le gadolinium, je vous resitue le gadolinium dans la classification périodique. L'avantage de l'ion gadolinium 3, c'est un ion qui est hautement paramagnétique, puisqu'il a 7 électrons célibataires, et donc c'est un élément qui est idéal pour fabriquer les agents de contraste en IRM. Le problème, c'est que le gadolinium a beaucoup de similitudes avec l'ion calcium, et donc
cet ion calcium, vous le savez, il est extrêmement important dans l'équilibre de l'organisme, et donc, s'il se substitue à l'ion calcium, ça va pas aller, et donc, en fait, le gadolinium est toxique, donc on peut pas l'injecter comme ça, il peut pas rester dans le corps humain, ça poserait des problèmes, et donc, on doit l'utiliser de façon à ce qu'il puisse ensuite être éliminé. Et pour ça, on va former un complexe de gadolinium qui, une fois l'examen IRM réalisé, sera éliminé par voie rénale. Donc ça fait appel à la chimie de coordination. Un complexe, c'est quoi? C'est le résultat de l'association entre un ion métallique et ce qu'on appelle un ligand organique. Donc, le métal est un acide de Lewis. Le ligand, il va avoir des atomes donneurs, des atomes d'azote, d'oxygène, qui vont permettre donc de coordonner le métal et de former ce qu'on appelle un complexe. Alors ça, vous le savez probablement, ces ligands ils peuvent être monodantes, donnés par un seul atome, donc en général il y a plusieurs ligands à ce moment-là autour du métal, ou alors polydantes, c'est-à-dire que la même molécule, le ligand, peut contenir plusieurs atomes coordonnants, et donc ces ligands polydantes, on appelle ça des chélates également. Donc le terme chélate, il vient du grec qui veut dire pince, c'est pour ça que voilà, c'est illustré ici. Alors le chélate, l'agent chélatant par excellence, est extrêmement connu dans le domaine de la thérapie par chélation, etc. C'est le DTA, d'accord, l'éthylène-diamine tétracétate. Donc effectivement, c'est un ligand qui est hexadente, puisqu'il peut coordonner, vous voyez, par les 2 atomes d'azote et les 2 atomes d'oxygène, et 4 atomes d'oxygène, pour évidemment piéger l'ion métallique. Alors, cette chimie de coordination, évidemment, fait appel à un certain nombre de domaines de la chimie. On va retrouver de la thermodynamique, on va retrouver de la cinétique, puisque la formation d'un complexe, en fait, va être schématisée par une succession d'équilibres. Vous voyez ici, le métal plus un ligand, le métal ligand qui va peut-être avoir un deuxième ligand ou un deuxième atome donneur du même ligand. Donc en fait, on va avoir des constantes d'équilibre qui seront associées à ces équilibres, et ces constantes d'équilibre vont permettre de définir une constante de stabilité du complexe. Et vous comprenez bien que la constante de stabilité, par exemple dans le cadre d'agents de contraste de l'IRM, va être évidemment un élément déterminant. On a intérêt à ce que la constante de stabilité soit la plus grande possible. Et donc cette stabilité, elle dépend de tout un tas de paramètres. Le métal lui-même, bien sûr, sa taille, son degré d'oxydation, etc. La nature du ou des ligands qui vont l'entourer, d'accord? Est-ce que c'est un ligand neutre, anionique? Est-ce que combien et quel type d'atome donneur il va y avoir? Du soufre, de l'azote, de l'oxygène, et de la denticité. Alors ça, c'est pour illustrer en fait l'avantage d'organiser le ligand autour du métal. Ça, ce sont des valeurs de constante de métallation. Ce sont des pK, d'accord? Ce sont des ppkm en fait. Et vous voyez ici, pour 2 cas de figure, le plomb et le cuivre, 2 éléments métalliques, on va entourer le métal de 4 atomes donneurs, chaque fois l'azote, mais ici vous avez 4 ligands ammoniac, ici vous avez 2 ligands bidantes éthylène-diamine, ici vous avez un seul ligand tétradente linéaire, vous voyez qu'il n'est pas fermé ici, et ici vous avez ce qu'on appelle un macrocycle. Et vous voyez l'évolution de la constante de métallation, alors par exemple pour le plomb ici, donc c'est des pK, donc vous passez de 3 à 9, à 10, à 15, à 16, et vous voyez à chaque fois l'intérêt d'organiser le ligand autour du métal, et ce qu'on appelle aussi l'effet macrocyclique, où on va gagner par exemple ici un facteur 5, voire au-delà même, d'accord? Donc c'est 100 000 fois plus stable ce complexe-là que celui-là. C'est les mêmes azotes, c'est juste le fait que celui-là est cyclique et celui-là ne l'est pas. Et puis évidemment, par rapport à l'ammoniac, vous voyez le gain en stabilité immense que vous pouvez obtenir. Donc voilà, ça c'est la chimie de coordination. Un pan entier qui est évidemment très important dans ce domaine-là, puisqu'on va voir, là on parle des agents de contraste en IRM, mais on va voir que ces complexes aussi sont utilisés notamment dans le domaine de l'imagerie nucléaire. Donc si on revient sur les agents de contraste pour l'IRM, on l'a dit, le gros inconvénient de l'IRM, c'est que c'est très peu sensible. Donc quand on vous injecte un agent de contraste, on vous en injecte des quantités énormes. C'est de l'ordre de 4 grammes pour un patient lors d'un examen IRM. Donc quand on sait que c'est toxique, c'est pas évident. Donc évidemment, le fait de l'obtenir, l'injecter sous forme de complexe, va permettre une élimination rapide par voie rénale,
Et donc évidemment, il faut qu'il n'y ait absolument pas de relargage du métal dans l'organisme. Il faut que le complexe reste intact, qu'il fasse son travail d'agent de contraste, mais qu'ensuite qu'il soit éliminé sans surtout relarguer de gadolinium. Alors ici, je vous ai représenté quelques-uns des agents de contraste de gadolinium, à base de gadolinium utilisés en IRM. C'est un marché énorme, hein, c'est des millions de tonnes, il se fait des examens IRM tous les jours dans toutes les cliniques et les hôpitaux de France et du monde entier. Il y a évidemment plusieurs industriels qui sont sur le domaine. Le premier en fait a été Bayer, donc c'est le Magnevist qui avait eu l'autorisation de mise de marché, vous voyez, en 1988. Après il y a eu l'Omniscan. Ensuite il y a d'autres acteurs qui se sont mis sur le domaine, donc Gerbet en France, Bracco en Italie. Et vous voyez que vous avez à la fois des chélates linéaires et des chélates macrocycliques. À chaque fois on a une structure avec un système qui pour porter les azotes, en plus avec des groupements acétates dessus. Donc on va avoir une coordination à la fois des atomes d'azote et des groupements carboxyliques. Alors pour vous montrer cet effet de coordination, cet effet de cage, ça c'est le Dotarem, c'est l'agent de contraste commercialisé par la société Gerbet, où vous avez ce qu'on appelle un cyclène, cette structure macrocyclique avec 4 atomes d'azote, qui porte lui-même 4 bras acétates. Et vous voyez cet effet de cage, ça c'est une structure par diffraction de rayons X, où on voit parfaitement les 4 atomes d'azote et les 4 atomes d'oxygène qui viennent se replier, et le atome de gadolinium qui est au milieu. Et donc, le gadolinium est octa-coordonné par ces 8 atomes au total, et en plus, comme le gadolinium peut aller au-delà en termes de coordination, il permet la coordination d'une molécule d'eau. Et ce sont les protons de cette molécule d'eau qui vont voir leur temps de relaxation modifié par effet de cet agent de contraste, et donc pouvoir augmenter le contraste. C'est ce qui est représenté ici avec la vision, par exemple, d'une tumeur au cerveau. Donc ça, c'est un système qui est très largement utilisé en clinique. Dans les années 2000, relativement récemment, il y a une nouvelle pathologie qui est apparue, qu'on appelle la fibrose systémique néphrogénique. Alors c'est une maladie qui a rien à voir avec les agents de contraste. Ce sont des maladies des patients qui souffrent d'une insuffisance rénale sévère, et donc qui peuvent difficilement éliminer par élimination rénale. Et on s'est aperçu que pour ces patients-là, l'injection d'agents de contraste à base de gadolinium posait un sérieux problème. Et donc il y a eu effectivement, récemment, vous voyez, une dizaine d'années, un lien de cause à effet avec l'injection de complexes de gadolinium. Évidemment, ça a donné lieu à une contre-indication de l'utilisation de ces agents de contraste pour ces patients, et également carrément une contre-indication, voire une interdiction d'utilisation de ces systèmes qui, vous voyez, sont les systèmes linéaires, qui effectivement sont moins stables. Les systèmes macrocycliques, pour l'instant, continuent à être très largement utilisés. Je vais passer maintenant à l'imagerie nucléaire, la médecine nucléaire. Alors, aujourd'hui, on va parler plutôt d'imagerie, donc on va parler plutôt de diagnostic, mais il faut savoir que l'imagerie, la médecine nucléaire, c'est aussi la thérapie. Le principe, c'est quoi? C'est d'utiliser la radioactivité pour visualiser ou pour soigner. Alors en fait, ça va dépendre du radioisotope qu'on va utiliser, du radioélément qu'on va utiliser. Vous avez 2 types d'imagerie scintigraphique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique d'imagerie. L'imagerie SPECT en anglais, ou TAMP en anglais, donc l'imagerie monophotonique, où vous allez utiliser des émetteurs gamma. Les émetteurs gamma, c'est par exemple le technétium 99 métastable, l'indium 111 ou l'iode 123. Vous avez l'imagerie par émetteur de positrons, par émetteur bêta+. Donc là, ce sont des isotopes qui sont, pour les plus couramment utilisés, le fluor 18, le C11, et puis des éléments métalliques, certains isotopes d'éléments métalliques. Juste, on n'en reparlera pas trop plus tard, mais il faut savoir aussi que cette radioactivité peut être utilisée pour tuer les cellules. On peut les utiliser avec ces radioéléments pour visualiser, d'accord, à l'aide de caméras, gamma ou de PET scan. On peut utiliser aussi ces radioéléments pour tuer la cellule. Donc il y a des émetteurs bêta- ou alpha, donc certains sont représentés ici pour les plus utilisés, qui sont utilisés comme agents thérapeutiques. Alors vous voyez qu'en fait, souvent on retrouve des métaux. D'accord? On va
revenir là-dessus plus tard. Ici, le tableau périodique avec les éléments, alors c'est pas exhaustif, hein, mais on va dire les principaux éléments dont les radioisotopes sont utilisés en médecine nucléaire. Vous avez donc les émetteurs à gamma pour l'aspect, les émetteurs bêta plus pour la TEP, et les émetteurs en thérapie. Si vous regardez la TEP, par exemple, vous retrouvez effectivement des éléments non métalliques, hein, le fluor 18, le carbone 11, mais des métaux, le Q64, le gallium 68, le zirconium 89. Vous avez des émetteurs gamma, donc là c'est l'indium 111 pour le plus utilisé, le technétium 99 métastable qu'on a vu tout à l'heure. Et puis des émetteurs en thérapie, alors vous avez par exemple, pour les plus utilisés, le lutetium 177, l'yttrium 90, etc. Le plomb 212. Vous voyez qu'il y a des éléments qui sont utilisés, qui peuvent avoir différents isotopes qui peuvent être utilisés dans différents types d'imagerie. C'est par exemple le cas du gallium, le cas de l'iode, qui peut être utilisé pour les trois, en fonction de la nature de l'isotope, ou encore le scandium, qui est un élément qui arrive un petit peu à la mode maintenant. Alors, avant d'aller plus loin dans l'imagerie nucléaire, je reviens sur l'imagerie médicale, qui est avec un schéma qui est plus spécifique à l'imagerie nucléaire. En fait, comme je vous le disais au tout départ, c'est vraiment quelque chose d'interdisciplinaire, l'imagerie, et donc il faut toute une chaîne, depuis la maladie que l'on souhaite voir jusqu'aux images. Évidemment, on part d'une pathologie à visualiser. Ensuite, on définit des cibles biologiques qui vont, des molécules biologiques qui vont être capables d'aller cibler cette pathologie. Donc évidemment, c'est tout le domaine de la biologie, mais le chimiste déjà intervient à ce niveau-là. Ensuite, il y a toute la chimie pour synthétiser les sondes, la bioconjugaison, je vais y revenir tout à l'heure. La radiochimie, puisqu'on est en médecine nucléaire, il va falloir radiomarquer avec ces radioéléments dont on vient de parler, ces molécules. Ensuite, on retrouve la biologie. Il va falloir tester d'abord in vitro l'efficacité de ces agents d'imagerie, voir s'ils vont bien se lier et reconnaître leur cible, avant de passer à l'imagerie préclinique, bien sûr. Ensuite, c'est incontournable, une fois qu'on a validé in vitro, on passe à l'imagerie préclinique pour voir chez le petit animal si effectivement nos agents d'imagerie permettent de bien visualiser ce qu'on veut visualiser. Donc toute la partie imagerie ensuite, traitement d'image, et puis, une fois que tout ça est validé, on passe à l'imagerie clinique. En imagerie moléculaire, on va voir qu'en fait, on peut utiliser tout un tas d'agents d'imagerie, de la toute petite molécule jusqu'aux nanoparticules. Donc on va voir quelques exemples maintenant de ces systèmes-là, et notamment dans le cas de l'imagerie nucléaire. On va commencer avec des petites molécules. Alors, ici on va faire du marquage direct. Vous allez comprendre par la suite comment on différencie ici le marquage direct et le marquage indirect, à travers 2-3 exemples. À chaque fois, je mets ici le radioélément qui est utilisé. Alors, vous avez par exemple l'acétate marqué au carbone 11. Le carbone 11 est un émetteur bêta+, un émetteur de positons qui va être utilisé en TEP. Le problème, ici, je vous mets à chaque fois aussi la durée de demi-vie. Vous savez qu'un radioélément, il est caractérisé par une durée de demi-vie. Ok ? Ça veut dire qu'au bout de 20 minutes, la moitié de la radioactivité est perdue. Là. Ok ? Donc c'est très rapide. Ça veut dire qu'au bout de 2 heures, vous ne voyez plus rien. D'accord ? La radioactivité a totalement disparu. Il y a des radioéléments qui ont des durées de vie de plusieurs centaines de milliers d'années, il y en a qui ont des durées de vie de 20 minutes. Donc ça, évidemment, ça va être réservé à une imagerie très rapide. Il faut faire l'image dans l'heure qui suit, quoi, en gros. D'accord ? Donc déjà, ça veut dire que la chimie doit être à l'hôpital. On va pas faire la chimie dans le labo et puis la mener 3 jours après chez le patient. Donc là, c'est le labo de chimie, de synthèse, il est à côté du lit du patient. D'accord ? Donc ça, c'est réservé, alors c'est notamment des petites molécules, vous voyez, l'acétate marqué au C11, la méthionine marquée au C11 également, avec divers domaines d'application, et notamment, en fait, ce sont des molécules marquées au C11 qui sont utilisées au niveau
cérébrales pour imager des tumeurs au cerveau, par exemple, etc. Parce que c'est des petites molécules qui peuvent facilement passer la barrière hémato-encéphalique, contrairement à des grosses molécules comme des anticorps qu'on va voir ensuite. Deux autres exemples, le FDG. Alors le FDG, c'est le fluorodéoxyglucose, c'est le traceur aujourd'hui quasi universel qui est très largement utilisé lorsqu'on vous fait un PET scan en fait. Lorsqu'on vous fait un PET scan, on vous injecte du FDG. Le principe c'est évidemment utilisé notamment en oncologie. Le principe est le suivant, c'est que une cellule cancéreuse va consommer plus de sucre qu'une cellule saine. Et donc évidemment, ça veut dire que l'accumulation du glucose va se faire de manière plus importante au niveau de cellules tumorales. D'accord ? Donc l'idée c'était la suivante, c'est de marquer cette molécule de glucose, fluorodéoxyglucose en l'occurrence, par un reporter émetteur de positons, à l'occurrence le fluor 18. Le fluor 18 déjà il a une durée de vie un petit peu plus élevée, d'accord ? Mais ça reste faible quand même, hein, on est de l'ordre de 2 heures. Donc ça veut dire que c'est les images qu'il faut faire dans la journée, quoi, hein, ou dans les 3 heures qui suivent. Donc soit on a un cyclotron qui produit du F18 à proximité, ce qui est le cas ici à Dijon aujourd'hui, soit on se fait livrer par hélicoptère chaque jour, les hôpitaux qui sont pas, ou les cliniques qui sont pas assez proches d'un cyclotron qui produit le F18, se font livrer tous les matins pour faire du PET scan avec du FDG. D'accord ? Une autre molécule, le fluorodopa, avec d'autres indications, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Là, on a un acide aminé qu'on a également marqué au fluor 18. Mais vraiment, aujourd'hui, le traceur qui est le plus utilisé et de très loin, c'est le FDG. Ceci dit, il est un peu universel, parce que voilà, c'est un principe assez basique, on va dire, mais en même temps, le fait qu'il soit universel fait que du coup, il n'est pas très spécifique. D'accord ? Donc, on a parfois besoin de traceurs qui vont être beaucoup plus spécifiques d'une pathologie donnée ou beaucoup plus sélectifs. D'accord ? Passons maintenant à des molécules un petit peu plus grosses, des peptides. D'accord ? Et donc là, on va voir qu'on peut faire du marquage direct ou indirect. Donc, un exemple, alors, évidemment, la chimie là-dedans, c'est la synthèse de peptides. La synthèse de peptides, c'est de la chimie. D'accord ? On va assembler les acides aminés les uns aux autres pour former la séquence peptidique que l'on désire. Donc, assembler des acides aminés, alors évidemment, il y a des techniques, on peut avoir des peptides qui contiennent jusqu'à 50, 60 acides aminés, d'accord ? Donc, souvent, c'est de la synthèse supportée sur phase solide qu'on fait de peptides, et très souvent, d'ailleurs, ce sont des synthèses automatisées. C'est-à-dire que dans tous ces petits machins-là, on va mettre chaque acide aminé, et après, on va programmer le séquenceur pour qu'il additionne sur la résine solide, qu'il accroche les acides aminés les uns aux autres. Mais ça reste de la chimie, bien sûr. D'accord ? On peut faire de la synthèse manuelle, mais c'est beaucoup plus... Parce qu'à chaque fois, c'est une étape. Donc, s'il y a 50 acides aminés à assembler, ça devient compliqué. Donc, c'est de la chimie. Ces peptides, alors voilà, ça c'est un exemple, ce qu'on appelle un peptide cyclique RGD, qui va imager l'expression de l'intégrine alphabet bêta 3. Et donc, on va, par exemple, ici, marquer au fluor 18 cette partie en fait du peptide pour pouvoir ensuite imager grâce à l'émetteur de positons qui est le fluor 18. Mais dès qu'on commence à avoir des plus grosses molécules, à partir des peptides, je dirais, on va en fait plutôt choisir ce qu'on appelle le marquage indirect. Alors en fait, le marquage indirect, c'est quoi ? Le principe de base, il est ici. Et on retrouve le schéma que je vous ai montré au tout départ. On veut aller visualiser quelque chose de particulier, donc par exemple des récepteurs surexprimés, et donc on va utiliser un vecteur biologique qui va aller reconnaître ces récepteurs, se lier à ces récepteurs. Ces vecteurs biologiques, ça peut être des peptides, ça peut être des anticorps, ça peut être des fragments d'anticorps, ça peut être tout un tas de vecteurs biologiques issus de l'ingénierie moléculaire, des amphibodies, des minibodies, des nanobodies, des fragments des petits anticorps, etc. Mais, ok, ce vecteur biologique va aller effectivement se lier à son récepteur, mais il va falloir qu'il puisse amener l'agent imageant qui va permettre de visualiser effectivement la présence de ces vecteurs biologiques sur le récepteur. Et donc le schéma de ce qu'on appelle un bioconjugué, c'est-à-dire la biomolécule conjuguée à ce reporter d'imagerie, c'est le suivant. On a le vecteur biologique, on va avoir un espaceur, et puis ici, alors on est dans le domaine
de la médecine nucléaire, on a vu que beaucoup de radioéléments étaient utilisés. Comment marquer un anticorps, un peptide avec un radiométal? Eh bien, il va falloir utiliser un agent chélatant qui va permettre de former la cage autour du métal, exactement comme on a vu tout à l'heure pour les complexes de gadolinium pour l'IRM, et on va lier le tout au vecteur biologique. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé aujourd'hui, et qui fait appel en fait à de la synthèse organique, puisqu'il faut synthétiser le chélate, l'espaceur, qui va permettre de lier le complexe au vecteur biologique. Ça fait appel à la chimie de coordination à nouveau, puisqu'il va falloir trouver le chélate adapté au radiométal qu'on va utiliser. Ça fait appel à tout ce qu'on appelle la bioconjugaison, dont je vais parler un petit peu plus loin, c'est-à-dire l'accrochage de tout ça au vecteur biologique. Donc en fait, voilà comment on design un bioconjugué idéal, entre guillemets, pour faire de l'imagerie nucléaire. Et c'est là aussi qu'on voit à quel point il faut travailler ensemble avec les biologistes, avec les médecins, etc. D'abord, évidemment, il faut qu'il y ait un besoin médical, il faut qu'il y ait quelque chose de concret à faire. C'est ça qui doit guider au départ. Donc évidemment, on choisit une cible. Quel récepteur, ou qu'est-ce qu'on veut voir, quel est le degré d'expression de ces récepteurs sur les cellules qu'on va aller voir, etc., etc. En fonction de ça, les biologistes vont penser au vecteur biologique idéal, un peptide, un anticorps, un fragment, en pensant à sa pharmacocinétique, combien de temps il va mettre pour aller se lier, à quel point il va être affin de cette cible, sa spécificité, sa clairance ensuite, comment il va être éliminé. Une fois qu'on a fait ça, quel métal on va utiliser pour quel type d'imagerie? Est-ce qu'on veut faire de l'aspect? Est-ce qu'on veut faire de la TEP? Donc tout ça va aussi conditionner le choix du design des bioconjugués, la disponibilité du radioélément tout simplement. Certains sont produits par cyclotron, on a un cyclotron à côté très bien, mais on n'en a pas, ben comment on fait? Certains sont plus chers que d'autres, voilà, c'est tout un tas de paramètres qui jouent. Et évidemment la demi-vie, puisque ici un paramètre important c'est la pharmacocinétique. Une petite molécule, un peptide petit qui reste encore une petite molécule, il va aller très rapidement se fixer sur son récepteur. Ça va mettre 2 heures, 3 heures. Okay. Un anticorps, il peut mettre 2 jours pour aller vraiment se fixer sur sa cible. Vous imaginez bien que si vous utilisez du sérum, ça sert à rien, ou du F18 même, ça sert à rien pour marquer un anticorps. Parce qu'une fois que vous voudrez vraiment voir où s'est fixé votre anticorps, la radioactivité aura disparu. D'accord? Donc tout ce que vous verrez, c'est l'anticorps encore dans le sang. D'accord? Donc évidemment, le choix du radioélément va dépendre de la molécule biologique que vous voulez marquer. Et donc, une fois ça, ces choix faits, à ce moment-là, le chimiste, il va adapter l'agent chélatant, en designant le meilleur chélatant pour ce métal utilisé, l'espaceur, et toutes les méthodes de bioconjugaison, c'est-à-dire la fonction qui va permettre de greffer le tout sur la biomolécule, les propriétés de l'espaceur, le caractère hydrophile, hydrophobe, qui va aussi avoir un effet sur la biodistribution de l'agent d'imagerie dans sa globalité, les charges qui vont aussi avoir un effet, etc. Et ensuite seulement on fera la radiochimie et l'imagerie. Donc ça, c'est le cahier des charges, on vient parler dès le départ, du bioconjugué, avec évidemment, il faut qu'il soit le plus affin et spécifique pour sa cible, il faut qu'il soit stable, en milieu physiologique. La demi-vie dans le sang, c'est la pharmacocinétique, on en a parlé, et puis la vitesse et le mode d'élimination. Donc voilà une autre façon de représenter les choses, qui fait aussi l'objet d'une revue. Donc ici, vous avez le choix du radiométal, le vecteur biologique, encore une fois, avec toute la liste possible. Est-ce qu'on veut faire d'aspect, de la PET, des RIT, etc. L'agent chélatant bifonctionnel, s'il y avait quelques exemples, et puis la fonction de bioconjugaison qui va être utilisée. Donc ici, je reprends, évidemment, le but c'est pas de le lire en détail, si vous voulez un peu plus en détail, vous avez cette revue de Zimmermann ici, où vous avez les principaux radioéléments utilisés, mais on en a déjà parlé un petit peu, ici avec toutes les caractéristiques, hein, la façon dont on l'obtient, il y en a qui sont par cyclotron, par générateur, donc la disponibilité, et puis en gros les avantages et les inconvénients. D'accord? Donc par exemple, ici vous avez le technetium 99 métastable, qui est le radioélément aujourd'hui le plus utilisé en hôpital et en clinique, lorsqu'on vous fait un examen par TAMP, par imagerie monophotonique, ou SPECT, on utilise du technetium 99M dans la plupart des cas, parce que c'est un radioélément qui est produit par un générateur qui est directement dans l'hôpital. D'accord? Il n'y a pas besoin d'un cyclotron.
L'indium 111, par exemple, pour l'aspect, il faut se le faire livrer, parce qu'il y a peu de sites au monde qui produisent de l'indium 111. En TEP, c'est pareil. En TEP, on a vu le fluor 18, voilà, qui est ici. Là, j'ai intouré sur tous les métaux. Mais évidemment, le F18 qui est extrêmement utilisé. Le gallium 68 et le zirconium 89, qui sont aussi des éléments qui sont à la mode aujourd'hui, le Q64, etc. Donc, si on reprend les différentes étapes pour préparer un bioconjugué, on l'a dit, le choix de l'agent chélatant bifonctionnel est important. Donc, ça étudier les propriétés de coordination de ce chélate. Donc ça va dépendre du type d'atome donneur, des fonctions coordinantes, de l'effet macrocyclique dont on a parlé tout à l'heure, et aussi où on va attacher la fonction qui va permettre la bioconjugaison. C'est pour ça qu'on appelle ça agent chélatant bifonctionnel, c'est parce qu'il a pour fonction à la fois de piéger le métal, de coordonner le métal, et en même temps d'attacher le tout sur le vecteur biologique. Donc ici vous avez un exemple, ça aussi c'est une structure cristallographique. On retrouve la cage autour du gadolinium tout à l'heure. Là c'est un atome d'indium à l'intérieur, mais on retrouve le même principe, coordonné par 4 azotes, 4 oxygènes, et en plus avec ce groupe-là, qui va effectivement permettre d'accrocher le tout. Donc évidemment tout ça, ça nécessite de la synthèse, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis c'est aussi des études physico-chimiques, des études thermodynamiques, études cinétiques, de complexation, d'accord ? Parce que, en fait, le cahier des charges pour un agent chélatant idéal, là aussi, il faut que l'affinité et la sélectivité vis-à-vis du métal soit très forte, de manière à former des complexes très stables et inertes, une cinétique de complexation rapide par rapport au temps de demi-vie du radioélément. Si vous avez un radioélément à courte demi-vie, il ne faut pas qu'il mette 5 heures à se former, le complexe. D'accord ? Mais en même temps, il faut qu'il soit très stable, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? In vivo, vous allez avoir des phénomènes de transmétallation et de transchélation, qui résultent dans tous les cas dans le relargage du métal, c'est-à-dire que, alors, la différence c'est quoi ? Transmétallation, ça veut dire que d'autres métaux présents dans l'organisme peuvent prendre la place de celui qui est dans la cage, et à l'inverse, il y a plein de molécules là-dedans qui font que, y compris coordinantes, des protéines, etc., qui peuvent concurrencer le chélate et aller piéger le métal. Donc, dans tous les cas, ça veut dire que vous relarguez le métal, d'accord, et donc que le métal, in fine, va pas arriver. Vous allez le voir, parce que la caméra, elle va visualiser la radioactivité. Mais la radioactivité, est-ce qu'elle sera arrivée vraiment sur sa cible ? Donc il faut absolument que ça soit parfaitement stable. Et ça, malheureusement, souvent c'est incompatible, enfin c'est contradictoire, la thermodynamique et la cinétique. C'est-à-dire que souvent les complexes les plus stables sont lents à se former. Donc parfois c'est un compromis qu'il faut trouver. Il faut trouver quelque chose de suffisamment stable, mais qui se forme suffisamment rapidement, par exemple par rapport au temps de demi-vie du radioélément. Donc voilà, tout ça c'est un challenge pour le chimiste. Alors là, je vous ai représenté quelques molécules qui sont utilisées comme agents chélatants bifonctionnels. Ce ne sont que quelques molécules, il y en a des centaines d'autres, d'accord, alors qui diffèrent parfois de pas grand-chose. Donc vous avez des systèmes linéaires, alors par exemple le DTPA, qui est effectivement très utilisé, la desphérioxamine qui est un sidérophore qui est utilisé notamment pour le zirconium 89, et puis aussi beaucoup de macrocycles cycliques, enfin de chélatants cycliques, le DOTA, donc on a vu tout à l'heure pour le gadolinium, DOTAREM, qui est aussi utilisé pour d'autres éléments comme l'indium notamment, et puis des systèmes voilà qui vous voyez qui sont très voisins à chaque fois. Parfois il y a 2 carbones de plus, là on a rigidifié le système, là on a incorporé un motif pyridine, mais bon, là on a réduit la taille du cycle, on a rajouté un bras glutarate à la place d'un bras acétate. Donc évidemment, un cycle plus petit sera plus adapté à un cation métallique qui aura un rayon ionique plus petit. Donc voilà, on va adapter. Mais la taille n'est pas le seul paramètre, mais c'est un état bien sûr. Donc si on revient au marquage de peptides par ces éléments, alors je vous l'ai dit, le technétium est extrêmement utilisé, notamment par ce système qu'on appelle INIC. Donc là, on a un cyclopeptide qui est une dérivée de l'octréotide qui est utilisé pour l'imagerie de tumeurs neuroendocrines. Donc ici, on l'a marqué avec du technétium, évidemment en s'arrangeant pour que ce marquage se fasse loin de la partie qui va être responsable de la reconnaissance, bien sûr. Donc des images ici de tumeurs, des images cliniques. L'indium est utilisé également avec des systèmes qui sont aujourd'hui utilisés en clinique, commercialisés. Donc par exemple l'Octroscan. Alors
l'octréoscan, c'est pareil, c'est un dérivé d'octréotide, toujours ce type de peptide cyclique qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'être marqué avec de l'unique technétium, il va être marqué avec un DTPA indium. Le DTPA, je vous rappelle, c'est ce ligand linéaire assez classique. Regardez la différence entre ce système qui est le système utilisé en clinique, commercial, et des systèmes aujourd'hui qui sont plutôt encore utilisés en recherche, qui sont sur le point d'être amenés en clinique, et les progrès qu'on peut faire. Ici, vous avez le même vecteur biologique, donc c'est pas une question d'affinité du vecteur biologique pour sa cible, hein, mais marqué le même radioélément, la même technique d'imagerie, donc on est sur de l'aspect tout le temps, sauf que on fait varier l'agent chélatin bifonctionnel. Regardez la différence d'image, on voit qu'on a un meilleur, ce qu'on appelle le tumeur uptake, on voit mieux la réactivité dans la tumeur avec ce système-là qu'avec celui-là. Le gallium c'est un radioélément qui est de plus en plus utilisé, le gallium 68. Il a l'avantage, lui aussi, comme le technétium 99, d'être produit par générateur. On n'a pas besoin d'un cyclotron, on peut l'avoir à côté dans le service de médecine nucléaire et l'utiliser en permanence. Il a une durée de demi-vie assez courte, de l'ordre d'une heure, qui est particulièrement adapté à l'imagerie TEP, donc c'est un émetteur bêta+, pour l'imagerie TEP, de peptides. Donc à nouveau, pour rester un peu sur le fil conducteur, évidemment il y a d'autres peptides qui sont utilisés. Tout à l'heure on a vu le RGD, on reste sur les analogues d'octréotides, d'accord, pour des tumeurs neuroendocrines. Là il est marqué avec un chélate de gallium. Regardez la différence à nouveau entre les imageries, ça c'est les imageries cliniques chez l'homme, hein, avec le système commercial, l'octréoscan, et le gallium 68 d'Otatoc. Vous voyez la qualité d'image qui n'a rien à voir. On voit des tumeurs, des métastases ici, parce que beaucoup de métastases, qu'on ne voit pas, ou en tout cas beaucoup moins bien, avec le système commercial. Et puis, ça c'est un concept que je voulais vous dire, après j'en parlerai pas trop par la suite, c'est le concept de théranostic. Théranostic, en fait, c'est un mot barbare qui est en fait la contraction de thérapie de diagnostic. D'accord ? Une molécule aujourd'hui peut être utilisée comme agent théranostique. C'est le cas ici. Ici, vous voyez, vous avez un patient. On fait le diagnostic par l'image, par l'imagerie TEP, avec ce système-là. Évidemment, ça c'est un patient sain. Lui, ok, on va pas le soigner. Ça c'est un patient malheureusement très atteint, donc lui on va décider de le soigner. D'accord ? Le diagnostic évidemment permet la décision. À ce moment-là, on le soigne, et on peut le soigner avec le même système, en changeant le radioélément. C'est-à-dire que ici on avait du gallium 68 pour faire l'imagerie TEP, on va mettre du lutetium 177 qui est un émetteur alpha qui va être utilisé pour de la thérapie, d'accord ? Et donc à ce moment-là, la radioactivité ne va pas juste servir à visualiser, mais va servir à tuer les cellules sur lesquelles ce peptide sera allé se lier, d'accord ? Et donc on peut faire du suivi d'efficacité ensuite en refaisant de l'imagerie, d'accord ? Et donc c'est ce qu'on appelle le compagnon diagnostique, lorsque un agent d'imagerie peut être utilisé comme compagnon diagnostique d'un agent thérapeutique. Alors ça c'est juste, j'ai repris le titre en anglais parce que voilà, c'est le titre carrément de la publication en anglais. The Killed Makes the Difference, ça montre à nouveau à quel point la chimie, la biologie est importante évidemment, le vecteur biologique il doit être à fin de sa cible, mais lorsqu'on modifie, lorsqu'on fait pas qu'ajouter un tag qui va être visible, on modifie la molécule. Et c'est d'autant plus prouvé que la molécule sera petite. C'est peut-être un peu moins vrai sur les gros anticorps, mais sur un peptide, on modifie la molécule. On modifie son caractère lipophile, hydrophile, on modifie sa charge éventuellement, donc on va modifier sa biodistribution, on va modifier son action. Donc on a un nouveau composé, d'accord ? Et des petites modifications peuvent avoir des effets immenses. Ici, par exemple, on reste toujours sur ces peptides cycliques pour les récepteurs à somatostatine, pour les tumeurs neuroendocrines. On fait juste varier l'agent chélatant. D'accord ? Vous voyez ici la différence, par exemple, entre ce chélate, le Nodaga, et celui-ci, qui sont déjà des standards, qui sont déjà des systèmes qui sont super performants. On n'a pas pris on n'a pas pris le DTPA, par exemple, hein, qui on a vu tout à l'heure était moins bon. Regardez la différence. Bon, ça c'est des imageries précliniques. Hein. On voit la différence ici où on a vraiment une localisation de la radioactivité sur la tumeur, alors que là, avec celui-ci, on en a quand même pas mal dans les reins, au même temps d'acquisition. D'accord ? Vous voyez ici les ratios tumeur sur sang, tumeur sur rein, tumeur sur foie, tumeur sur muscle,
Et effectivement, ça va dépendre énormément de la nature de l'agent qu'elle attend. Donc évidemment, c'est important. Si on passe à des plus grosses molécules maintenant, des fragments d'anticorps, des aptamères, des anticorps entiers, là on trouve plus de marquage direct, on va faire que du marquage indirect, avec notamment par l'intermédiaire de radioéléments. Donc là on va devoir bioconjuguer, c'est-à-dire qu'on va devoir accrocher la molécule avec son espaceur sur la biomolécule. Donc là, c'est ce qu'on appelle la bioconjugaison. Il y a des méthodes classiques. Donc qu'est-ce qu'on va aller cibler? Notamment, c'est les acides aminés, c'est les lysines en particulier, donc les fonctions amines primaires, et les cystéines, les thiols. D'accord? Donc les méthodes classiques, c'est par exemple pour les thiols malimides, pour les amines primaires, c'est soit des couplages peptidiques classiques, acides amines, ou des isothiossanates, des esters activés, des choses comme ça. Mais de plus en plus, on va aussi vers une chimie bio-orthogonale. Alors la chimie bio-orthogonale, c'est quoi? C'est une chimie qu'on va pas rencontrer dans naturellement. D'accord? C'est par exemple, on va modifier préalablement le vecteur biologique, l'anticorps, ou le fragment d'anticorps, avec une fonction qui naturellement ne se trouve pas sur cette molécule. D'accord? Et évidemment, ça va permettre d'amener notre tag ensuite, notre fluorophore, notre complexe de radiométal, etc., en amenant la fonction qui va être chimique, qui va être complémentaire à celle-ci et qu'à celle-ci, et qui ne réagira nulle part ailleurs. D'accord? Et ça, c'est vraiment un domaine en forte expansion. Alors, soit c'est de la catalyse au cuivre ici, avec azide contre nitrile, ou alors, de plus en plus, on va vers de la chimie copper-free, donc sans catalyse au cuivre, contrairement à la méthode au couplage de Wiesgen ici, sans catalyse au cuivre, donc soit avec des alcynes contraints ici, déformés un petit peu, soit avec des systèmes de type tétrazine, donc là on est sur des réactions de type Disalder avec demande inverse d'électrons, etc., etc. Donc là on est sur des méthodes d'électrocyclisation, etc. C'est de la chimie, d'accord, pure et dure. Et ça, c'est des systèmes. Alors ça, c'est utilisé. Là, je vous parle d'imagerie. Il faut savoir qu'il y a un grand domaine d'expansion en médecine, qui est le domaine de ce qu'on appelle les ADC, Antibody Drug Conjugate, où en fait, on va prendre un anticorps et on va dessus lui greffer une molécule cytotoxique. D'accord? Donc, on va utiliser l'anticorps comme vecteur qui va aller amener la molécule cytotoxique sur la cellule qui doit tuer. Évidemment, ça revient au système de l'utilisation d'un élément radioélément utilisé en thérapie. Mais on peut utiliser en thérapie, évidemment, autre chose qu'un radioélément. On peut utiliser une molécule cytotoxique. Sauf qu'on fait à ce moment on fait de la chimiothérapie, mais on fait de la chimiothérapie ciblée grâce à l'utilisation de l'anticorps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le domaine des ADC. C'est vraiment un domaine en très forte expansion. Et en fait, là aussi, il faut de la chimie pour fixer la molécule cytotoxique sur l'anticorps. Et c'est dans ce domaine-là en particulier que toute cette chimie a été développée. Mais elle est totalement extrapolable et utilisable dans le domaine de l'imagerie. D'accord? Donc en fait, on a plusieurs stratégies de bioconjugaison. On peut faire du marquage aléatoire. Donc c'est ce qu'on va voir 2-3 exemples en premier. Donc on peut faire du marquage aléatoire. C'est-à-dire qu'on va cibler de manière très aléatoire, par exemple, des lysines qui sont présentes sur l'anticorps. Bon, évidemment, des lysines, il y en a un peu partout. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites ici à Dijon. Donc on a marqué l'anticorps du trastuzumab, qui est en fait qui cible le récepteur HER2 qui sont surexprimés dans de nombreux cancers, et notamment dans le cancer du sein, qu'on a marqué en indium par l'intermédiaire de cet agent chélatant. D'accord? Donc on accroche ici par ouverture de ce pont, de ce cycle anhydride d'acide, qu'on ouvre de manière aléatoire sur 1, 2, 3 lysines de l'anticorps. Donc on contrôle pas où on met le chélate. Et on en met à peu près 2,5, 2,6 chélate par anticorps. Mais bon, ça marche très bien, puisqu'une fois qu'on le met à l'indium, on fait l'image respect. Vous voyez ici qu'on a un très bon uptake de la radioactivité au niveau d'une tumeur. Donc ça, c'est une tumeur de cancer du sein qui a été greffée sur un sous-cutané sur une souris. Hein. On voit qu'on a un excellent uptake de la radioactivité au niveau de la tumeur comparé au sang, au foie, aux autres organes. Donc ça, c'est quelque chose qui est
très couramment utilisé. Un autre exemple ici, toujours fait à Dijon, sur des fragments d'anticorps. Donc, on a coupé le trastuzumab, on a mis des fragments. Et voilà, là c'était aussi à nouveau, bon, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, pour comparer différents agents chélatants. Et là aussi, on s'aperçoit, par exemple, ça c'est le ratio tumeur sur foie, on s'aperçoit que pour un des systèmes, hein, celui-ci en l'occurrence, celui-ci pardon, en l'occurrence, on a de bien meilleurs résultats qu'avec les trois autres, qui sont déjà des bons systèmes. Donc voilà, on peut toujours affiner et améliorer. Après, on peut faire, et c'est de plus en plus vers quoi on va, on peut faire du marquage site spécifique, c'est-à-dire qu'on va contrôler davantage au lieu de le coller un peu n'importe où et on ne sait pas trop, et ce qui peut évidemment modifier l'affinité du vecteur pour sa cible, on va contrôler la position de ce qu'on va attacher dessus. Alors, ça veut dire soit avec de la chimie bio-orthogonale, en introduisant à un endroit donné une fonction qui va permettre de réagir spécifiquement avec notre système, d'accord, et ensuite seulement on fera le radiomarquage de l'injection. Alors, à nouveau des exemples, alors il y a plusieurs méthodes, c'est vraiment que quelques exemples. Ici, par exemple, voilà, c'est un affibody, donc c'est un petit anticorps qui a été pré-réduit au niveau d'un des ponts disulfure pour avoir juste une fonction cystéine disponible qu'on va faire réagir avec ici une fonction malémide. Donc ici, imagerie de la tumeur. Donc c'est les affibody donc qui sont moins affins, moins spécifiques que les anticorps entiers, c'est pour ça qu'on en retrouve dans les reins, c'est logique, hein, c'est normal. Mais on voit quand même un bon uptake dans la tumeur. Et là, ça c'est une étude qui est très sympathique aussi, c'est cet affibody, donc c'est la suite de tout à l'heure, hein. Ça c'est l'affibody, c'est le vecteur biologique. Et vous voyez ici, l'affibody reste le même, l'agent chélatant reste le même, donc on s'amuse pas à voir s'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. On va juste contrôler la position sur lequel on va coller notre agent chélatant sur le comportement. Et ça, je l'ai pas traduit en anglais exprès parce que c'est la conclusion de l'auteur de l'article, hein, qui conclut qu'en fait, la position et la chimie de marquage doit être vraiment précautionneusement contrôlée parce que ça va avoir un effet sur la biodistribution et ça peut faire la différence entre le succès et l'échec. D'accord ? Vous voyez ici que, par exemple, le ratio tumeur sur 100 est bien plus élevé lorsque on positionne le chélate dans une position plutôt qu'une autre. Donc vous voyez à quel point le chélate est important, la position sur laquelle on va attacher notre système va être aussi importante. Ça, c'est des travaux du groupe de Zeglis et de Lewis aux États-Unis qui sont superbes. On est sur la chimie clique, c'est-à-dire qu'on va prendre l'anticorps, on va modifier dans une position bien précise de l'anticorps, ça c'est contrôlé grâce à une chimie enzymatique en fait. On va pouvoir modifier, mettre, vous voyez, ce groupe bio-orthogonal N3 qu'on va retrouver nulle part ailleurs sur l'anticorps bien sûr, et ensuite on va accrocher le tag. Alors là, ici c'est du marquage au zirconium pour faire de la tête, ça aurait pu être toute autre chose. Hein. On va marquer avec du DFE au zirconium qui va contenir la fonction qui va réagir avec le N3 qu'on a rajouté spécifiquement à un endroit donné de l'anticorps. On peut aller encore plus loin. On peut faire ce qu'on appelle du pré-targeting. C'est-à-dire que cette chimie de site spécifique permet une chose, c'est-à-dire qu'on va modifier le vecteur biologique avec cette fonction bio-orthogonale par exemple, on va l'injecter, on va attendre qu'il se biodistribue, on va attendre peut-être 24 heures, je vous l'ai dit, un anticorps ça va mettre du temps, et à ce moment-là seulement, on va injecter la contrepartie imageante, qui elle va se distribuer, c'est une petite molécule qui va se distribuer très rapidement, et qui va aller réagir, comme c'est de la chimie bio-orthogonale, que ces fonctions ne se retrouvent nulle part ailleurs dans le corps humain, cette molécule va aller réagir uniquement sur l'anticorps qui le porte. Et donc là, on s'affranchit du problème de corrélation entre la pharmacocinétique, le temps de vie on peut faire du marquage d'anticorps F18 du coup. D'accord ? On injecte l'anticorps, on attend 24 heures qu'il se distribue, on injecte la molécule marquée F18 qui va aller au bout d'une heure ou demi-heure réagir et on fait l'imagerie tout de suite. Donc voilà quelques images, donc voilà le principe, c'est ce que je viens de vous expliquer. On injecte plus tard, en fait, une fois que l'anticorps s'est fixé. Donc voilà, par exemple avec la chimie des tétrazines, on retrouve le groupe de Lewis d'ailleurs. Alors voilà, ça c'est la molécule qui a servi pour marquer. Donc tout à l'heure c'était du zirconium 89, là il fait ça avec du cuivre, et on a effectivement là aussi de superbes images extrêmement spécifiques.
Encore un autre exemple, toujours pareil, du groupe de Lewis avec du marquage au zirconium, avec, vous voyez, des images extrêmement spécifiques. Donc ça, c'est des systèmes qui sont pas encore, certains sont en toute première phase d'essai clinique, phase 0 sur des premiers patients, mais qui probablement, dans 10 ans, on verra des systèmes comme ça utilisés en clinique. Et pour terminer, donc, avec les nanoparticules. Les nanoparticules, alors c'est un peu le couteau suisse, les nanoparticules. Alors la nanoscience, j'ai rien contre les nanosciences, attention, mais c'est un mot à la mode, faut reconnaître. Lorsqu'on fait de la chimie moléculaire, de la chimie organique, déjà à la base, on fait des nanosciences. D'accord, puisqu'on est à l'échelle de l'atome, on commence à ajouter quelques atomes les uns aux autres et on a un nano-objet, c'est tout, d'accord. Donc c'est très bon. Après, les nanoparticules, alors ça peut être des nanoparticules d'oxyde métallique, ça peut être des nanoparticules organiques, etc. C'est vrai qu'elles présentent un avantage intéressant dans l'imagerie, c'est qu'elles sont un peu fonctionnalisables. On peut rajouter plein de choses sur ces nanoparticules. On peut rajouter un vecteur biologique qui va permettre de cibler, comme on vient de le voir. On peut rajouter sur la nanoparticule un groupe fluorescent, on peut rajouter une molécule cytotoxique, on peut rajouter un radioélément via un agent chélatant. Enfin, on peut voir plusieurs choses. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Alors ça, c'est aussi ça, c'est des revues sur l'utilisation des nanoparticules, notamment dans le domaine de l'imagerie multimodale. Juste un petit exemple de systèmes qui ont été faits en France, à Lyon, des nanoparticules AGIX, qui aujourd'hui sont utilisés, les premiers essais cliniques ont commencé cette année, en termes de thérapie, et qui peuvent être aussi décorés pour être utilisés en tant qu'agent d'imagerie. Le principe est le suivant: on a une nanoparticule qui est construite autour d'un cœur oxyde de gadolinium. On a autour du cœur oxyde de gadolinium une couche de silice, d'accord. Et sur cette silice, évidemment, on peut faire de la chimie, et on peut notamment accrocher ces chélates. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors ça a été un peu découvert par hasard, mais ce qui a été fait ensuite, c'est que on peut dissoudre le cœur oxyde de gadolinium tout en gardant la couche de silice. Et le gadolinium qui était à l'intérieur, qui constituait le cœur de la nanoparticule, va en se libérant être piégé par les chélates de gadolinium, des chélates qui sont adaptés qui ont été accrochés à la surface. Donc évidemment, tout ça, c'est de la chimie de nanoparticules, de matériaux, et puis de la chimie organique, de la chimie de greffage, etc., etc. Et en fait, on a donc une contraction de la nanoparticule et qui se divise même et qui donne des nanoparticules de très petite taille. Donc évidemment, la taille des nanoparticules va avoir un effet important, puisque les nanoparticules, entre autres, elles peuvent, sans avoir de vecteur biologique, elles peuvent déjà cibler des tumeurs par effet, ce qu'on appelle l'effet EPR, c'est-à-dire qu'à proximité des tumeurs, les vaisseaux ils vont plus facilement sortir du système sanguin par effet EPR, mais évidemment à condition qu'ils aient la taille qui va bien. D'accord? Donc ça, voilà, un contrôle de la taille est évidemment important au niveau des nanoparticules. On peut accrocher de cette façon, donc on peut faire de l'IRM, bien sûr, puisqu'on a des complexes de gadolinium déjà naturellement. On peut mettre des émetteurs bêta+ pour faire de la TEP, on peut mettre des fluorophores, on peut faire de l'imagerie optique, etc., etc. Je vous ai juste terminé les 5 petites dernières minutes sur la multimodalité et le theranostique, puisque c'est vers là qu'on va. L'approche multimodale, on l'a dit, c'est combiner deux techniques d'imagerie qui vont permettre de pallier les inconvénients relatifs de techniques. Et alors évidemment, vous avez de la TEP IRM qui peut être faite, vous avez voilà. Moi, j'ai juste choisi de vous parler d'imagerie optique alliée à l'imagerie nucléaire, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est pas la seule bimodalité, encore une fois. Pourquoi, en fait? Quel est l'intérêt? Déjà, ce sont deux techniques d'imagerie de sensibilité comparables, très sensibles, l'une comme l'autre. Au niveau préclinique, ça permet de co-valider la localisation de la tumeur. Vous faites une imagerie optique, vous faites une imagerie PET ou SPECT, vous vérifiez que vous avez bien les mêmes images. On peut faire de l'imagerie vivo à des temps longs post-injection, ce que vous ne pouvez pas faire avec une imagerie nucléaire, surtout si vous avez des éléments à courte durée de vie. On peut faire de la microscopie ex vivo. On peut aller voir dans la tumeur plus précisément, au niveau cellulaire, ce qui se passe après le sacrifice de l'animal. L'imagerie préclinique, l'animal évidemment est sacrifié à l'arrivée. Mais, alors évidemment, le problème de l'imagerie optique, on l'a dit au départ, c'est la faible pénétration des tissus qui, pendant longtemps, on dit on ne peut pas faire d'imagerie clinique.
Alors en fait, il y a une application qui est en train de se développer, les Hollandais sont extrêmement en avance dans le domaine, en Europe, et puis quelques groupes aux États-Unis aussi, c'est la chirurgie guidée par l'imagerie optique. En fait, la combinaison des deux permet de faire un PET scan ou une imagerie SPECT, comme on a vu tout à l'heure avec le gallium, préopérative, pour identifier, localiser les tumeurs, aider à la prise de décision, est-ce qu'on doit opérer ou pas le patient, est-ce qu'on peut le soigner sans l'opérer, etc., etc. Si le chirurgien décide d'opérer, il va utiliser l'imagerie optique, voire même l'imagerie SPECT, pendant l'opération, pour retirer, pour une meilleure résection de la tumeur. D'accord? Et là, il n'y a plus de question de profondeur, puisque de toute façon, le chirurgien ouvre. Il n'a pas besoin d'aller chercher 10 cm en profondeur. Il ouvre. Il a pris la décision d'ouvrir. Simplement, au lieu d'avoir juste l'œil nu et d'essayer de tirer ce qu'il voit, il va se servir à la fois de l'image par fluorescence pour visualiser. Bon, là, j'ai pas d'image, mais je vous assure qu'il y a des films qu'on voit, c'est hallucinant. C'est-à-dire que vous voyez l'image réelle, bah voilà, c'est de la viande, hein. Le chirurgien est en train de découper, et puis il prend l'image, la caméra fluorescence, il voit les trucs qui s'éclairent, quoi. Il sait ce qu'il doit enlever. Et également la gamma probe, s'il y a de la radioactivité, comme un compteur GGR, qui va sonner lorsque il va déceler la radioactivité. D'accord? Donc vous pouvez vraiment, et ça c'est vraiment, les Hollandais sont extrêmement forts là-dedans. Donc voilà, ça c'est un exemple alors l'imagerie fluorescence peut être utilisée seule, hein, attention, hein, c'est déjà utilisé en clinique, hein. Encore une fois, les Hollandais sont très en avance là-dessus. Ils utilisent en clinique pendant l'opération. Donc, en fait, il y a plusieurs approches pour faire une sonde bimodale optique nucléaire. On peut faire une approche, et là aussi, qui va mettre en avant différentes notions de chimie, et le chimiste a un rôle prépondérant à jouer. On peut faire de l'approche cocktail. Par exemple, on a un anticorps, on va mettre on va le marquer un radioactif et l'autre fluorescent. Et puis on va les injecter les deux. Alors c'est sûr que c'est simple. Mais est-ce qu'on est sûr qu'ils vont se biodistribuer de la même façon? Est-ce qu'on va être sûr de retrouver exactement la même chose au même endroit avec le fluorophore et l'anticorps et le radioélément? On a vu à quel point ça pouvait, moins sur les anticorps, mais sur les peptides, par exemple, on a vu à quel point ça pouvait jouer sur la biodistribution. Donc c'est pas très satisfaisant. Alors on peut décider de mettre les deux sondes sur le même anticorps. Mais voilà, on a deux sondes à mettre, on modifie encore plus le système, difficile de contrôler le ratio des deux sondes, d'accord, de voir quelque chose de reproductible. Donc, de plus en plus, on va vers des systèmes qui sont chimiquement contrôlés, ce qu'on appelle single attachment point, où on va avoir une seule molécule qu'on va mettre à un endroit choisi par greffage, par bioconjugaison site spécifique, d'accord? Alors, évidemment, meilleur contrôle, on sait exactement ce qu'on fait, où on va mettre notre système, on contrôle le ratio des deux, puisqu'ils sont à la base portés par les molécules, et par contre, évidemment, au niveau synthèse, c'est plus délicat. Mais le chimiste, il est là pour ça. Le chimiste, il est là pour que ça soit pas un verrou, la synthèse. D'accord? Et voilà, alors par exemple ici, voilà, c'est ce qu'on appelle les MOMIP, monomoléculaire multimodal gene probe. L'idée c'est quoi? C'est de mettre sur une plateforme trifonctionnelle le chélate pour l'imagerie nucléaire, le fluorophore, et la fonction de bioconjugaison qui va permettre, si possible bio-orthogonale, qui va permettre le greffage du tout de manière site spécifique. Donc ça, évidemment, il y a plusieurs groupes qui sont déjà dessus depuis plus de 5 ans. Par exemple ici, ce système-là, avec une cyanine, un chélate, voilà, marqué sur un anticorps, trastuzumab, encore une fois. Voilà d'autres systèmes ici avec du technétium inique, ça c'est une lière d'A800. Ici on a voilà, des systèmes avec des fluorescines, des complexes de cuivre, des complexes d'indium, une cyanine avec un complexe de cuivre. Donc là, il y a depuis plus de 5 ans maintenant, il y a pas mal de groupes qui travaillent là-dedans. Là, un complexe de cuivre avec un RGD et une cyanine 5. Bref, on peut multiplier à... Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits. On s'est mis dessus, nous, ici, à Dijon, ici. Donc, ici, on a marqué avec des collègues de l'INSERM, et grâce au centre Georges-François Leclerc aussi, avec la plateforme de préclinique, d'imagerie préclinique. On a marqué des lipopolysaccharides, donc, qui sont des endotoxines. Donc, l'idée, c'est les collègues de l'INSERM voulaient étudier le mode d'élimination de ces systèmes-là. Donc, on les a marqués à la fois avec un complexe d'indium et un fluorophore de type ODP, ça qui permet de faire des images in vivo
par spectre, par exemple, et puis en même temps, ensuite, de faire des analyses histologiques sur les cellules pour voir où allait se distribuer la fluorescence, pour avoir quelque chose de plus profond, de plus précis. On a également marqué l'octréotide, le fameux peptide cyclique pour les tumeurs neuroendocrines, donc là aussi avec un système type DOTA pour l'indium et puis un BODIPI, donc avec des images SPECT ici. On va vers des systèmes de plus en plus sophistiqués, donc ici par exemple vous avez un BODIPI qui va émettre dans le prochain infrarouge parce qu'il est étendu au niveau conjugaison, sur lequel on a collé plusieurs chélatants. Alors pourquoi coller plusieurs chélatants? Je l'ai pas dit, mais les fluorophores organiques, ils ont cet inconvénient d'être des molécules purement organiques, qui sont très lipophiles, qui ont tendance, comme elles sont très aromatiques aussi, à se stacker par p-stacking, ce qui peut conduire à du quenching de la fluorescence, etc., etc. Donc là, la présence des chélates et des complexes permet d'augmenter le caractère hydrophile et en même temps d'augmenter l'efficacité de la radiométhylation, puisque c'est aussi un paramètre important. Donc voilà, je vous espère, je vous ai montré que vraiment le chimiste avait un rôle vraiment prépondérant dans le futur de l'imagerie, des agents d'imagerie et donc de l'imagerie, puisque voilà, ça fait appel à la chimie organique, on l'a vu, la synthèse des fluorophores, des petites molécules marquées comme le FDG, mais il y en a plein d'autres, des chélates pour les agents de contraste, des chélates pour l'imagerie nucléaire, pour des systèmes encore plus sophistiqués qui allient des fluorophores avec des chélates, etc., etc., des fonctions de bioconjugaison. Toute la partie chimie de coordination, études thermodynamiques, cinétiques, la formation des complexes, les synthèses de peptides, là, toute cette chimie de bioconjugaison qui est aussi un filon pour beaucoup de chimistes qui aujourd'hui ne travaillent pas forcément dans le domaine de l'imagerie, mais dont les découvertes peuvent être utilisées dans ce domaine-là, comme outil. Donc, développer des nouvelles techniques de bioconjugaison, avec notamment toute cette chimie bio-orthogonale et cette chimie clique. On a vu la synthèse de nanoparticules, la fonctionnalisation de nanoparticules, la radiochimie, encore un pan de la chimie. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment prépondérant, mais évidemment, il faut que le chimiste y travaille au plus près des médecins, des biologistes, des pharmaciens, des spécialistes de l'imagerie. Si on veut aller vers un agent d'imagerie idéal, il faut concevoir le système dans sa globalité depuis le départ. C'est-à-dire que le biologiste aura dans son coin trouvé ce qu'il pense être le meilleur vecteur de son truc. Du moment que le chimiste derrière va le modifier, il risque de changer, ça risque de pas être le meilleur système. Et puis un agent chélatant qui sera le meilleur pour un peptide ou un anticoordonné sera peut-être pas le meilleur pour un autre vecteur biologique utilisé dans une autre application. Donc il faut vraiment penser le tout depuis le départ. C'est à chaque fois une nouvelle molécule qu'on fabrique, qu'on prépare. Et le chimiste a vraiment un rôle prépondérant à jouer.